Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier en écologie la salinité, toujours dans le chapitre 3, paramètres physico-chimiques de l'eau de mer. Alors tout d'abord, il y a la définition, donc vous avez le cours sous les yeux. Deux mots permettent de définir la quantité ou taux de sel dissous, la salinité et la chlorinité. Définition. La salinité, S pour 1000, est la masse exprimée en grammes sous vide des éléments solides obtenus à partir d'un kilo d'eau de mer, donc je dis bien un kilo, pas un litre, après évaporation et séchage du résidu à 480 degrés. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Bon, ben, vous inquiétez pas, on prend un kilo d'eau de mer, c'est les scientifiques qui font ça, à Ifremer par exemple, ils le font évaporer, ils obtiennent un résidu au fond du récipient, de la casserole. Ce résidu, ils le mettent dans un four sec pour être sûr qu'il ne reste plus du tout d'eau, et ensuite ils le pèsent. Et ils le pèsent sous vide, en fait. Donc ça, c'est pour avoir une salinité très très précise. Nous, on n'a pas besoin d'autant de précision. On utilise le kilo d'eau de mer et non pas le litre. Pourquoi? Car un liquide voit son volume varier selon la température et la pression atmosphérique. Pour information, à ne pas apprendre, la chlorinité est la concentration d'ions halogènes, chlorure, bromure, iodure, estimée par dosage avec du nitrate d'argent. Donc ça, c'est de la chimie. Vous en entendrez peut-être parler, surtout ceux qui poursuivraient des études après le bac pro. Il existe une relation entre salinité et chlorinité utilisée par les scientifiques. Alors, avec quoi mesure-t-on la salinité? On le verra en TP, avec un densimètre et un thermomètre. Ici, on a un densimètre. Le thermomètre, vous connaissez, donc on mesure la densité de l'eau, ensuite on mesure la température, et ensuite on utilise un tableau de données qui est pré-calculé, et on regarde à la croisée entre la densité et la température, et on peut lire ainsi la salinité. Deuxième outil qui est très utilisé, c'est le réfractomètre, parce qu'il est pratique, il est assez solide, il peut se mettre dans une poche. Bon, sa précision est pas très grande, mais si on utilise toujours le même réfractomètre, qu'on suit bien le même protocole, et en plus on peut l'étalonner avec de l'eau dont on est sûr qu'elle est à 0 pour 1000, donc ça donne un repère au réfractomètre, eh bien ça suffit dans beaucoup de métiers pour suivre la salinité. Le réfractomètre est utilisé aussi dans les métiers comme le densimètre, dans les métiers par exemple de la mécanique, pour suivre la densité des batteries automobiles, de camions, de bateaux, etc. Utilisé aussi dans le domaine du vin, des différents alcools, où on mesure également la densité et l'évolution de la densité. Troisième outil, le salinomètre conductimètre. Donc là, on suit plus le parcours de l'électricité dans l'eau, alors que là, avec le réfractomètre, on utilise plutôt on suit le parcours de la lumière venant de l'air, traversant un milieu plus ou moins salé, et on voit ce qui reste de cette lumière. La salinité n'a pas la même valeur dans tous les océans, bon ça vous en doutiez, elle est en moyenne de 35 pour 1000. 35 grammes de sel pour 1000 grammes d'eau. Du fait de l'évaporation, elle est plus forte en mer tropicale, équatoriale, mais aussi en mer Méditerranée. Vous savez bien, si vous mettez une casserole d'eau en plein soleil, vous allez remarquer en plein été, vous remarquerez qu'au bout de quelques heures, le niveau de l'eau a baissé. Et donc c'est l'eau qui s'en va, mais le sel y reste. Donc plus l'eau s'évapore, plus le sel se concentre. Par exemple en mer Baltique, qui est située entre l'Allemagne et la Suède, la Norvège, la Finlande. Donc c'est une mer qui reçoit beaucoup de fleuves, qui est très fermée, et donc sa salinité est très faible, 7 grammes par litre. Vous pouvez, moi je l'ai déjà fait, j'ai nagé en mer Baltique, les yeux ouverts, on n'a pas mal du tout aux yeux. Quand on sort, on n'a pas besoin d'aller se doucher. C'est presque comme si on nageait dans un lac. L'océan Antarctique, 34,7 grammes par litre, l'océan Pacifique 35, l'océan Indien 36,5, l'océan Atlantique 36,5, j'ai mis une flèche, la mer Méditerranée 38,5, donc un peu plus salée que l'Atlantique, et la mer Rouge 39,70. Il existe une échelle de classement des eaux selon leur salinité. Le sigle % est en fait pour 1000.
C'est-à-dire on rajoute un petit zéro, un deuxième petit zéro. Mais j'ai pas trouvé le caractère sur OpenOffice, ce qui fait que je peux pas le mettre sur ce document. Alors, l'eau douce, inférieure à 0,5 pour 1000. L'eau hypoaline, ça veut dire faiblement salée, de 0,5 à 35 grammes par kilo. L'eau de mer, 35 à 42 grammes par kilo. L'eau hyperaline, c'est-à-dire très salée, 42 à 80 grammes par kilo. Et la saumure, supérieure à 80 grammes par kilo. Alors, je vous ai pas parlé de la mer morte. La mer morte, elle est à 400 grammes par kilo. Donc elle est 10 fois plus salée que l'océan Atlantique ou que la Méditerranée ou que la mer Rouge. C'est pour ça que la mer morte, il n'y a pas besoin de savoir nager. Vous pouvez même rester assis et flotter sans bouger. Maintenant, comme pour la température, on demande dans le programme d'étudier les causes de variation de la salinité. Qu'est-ce qui fait varier la salinité? En zone côtière, la salinité varie beaucoup en fonction de 3 causes. Elles sont faciles à trouver, ces causes. Première cause, les apports telluriques, ceux des cours d'eau douce venant du continent, et aussi des ruissellements qui viennent tout au long de la côte, à travers les plages, les falaises, etc. Cause numéro 2, les saisons, le climat. Quand il pleut, ou quand il fait très chaud et très sec, là on a de l'évaporation, quand il pleut on a de l'apport d'eau douce. Troisième cause, les marées. À marée montante, les eaux douces s'écoulent moins facilement qu'à marée descendante. Bon, en général, quand on fera les CCF et tout, faut vous rappeler surtout des 2 causes, les 2 premières. D'une part, l'évaporation qui fait qu'il y a une concentration de sel, donc la salinité augmente. Et d'autre part, les apports telluriques, pluie, ruissellement, qui font baisser la salinité. Examinons successivement ces 3 causes. Tout d'abord, la variation de salinité en fonction des apports telluriques. Ceux-ci peuvent être plus ou moins réguliers et sont soumis au régime des saisons. Par ailleurs, l'homme, par les aménagements faits le long des cours d'eau, par le pompage et l'irrigation, pour l'agriculture par exemple, intervient sur la quantité et la qualité de ces apports. À noter que l'eau salée, plus lourde que l'eau douce, ne se mélange pas facilement à cette dernière. On observe une stratification en lames, on va le voir sur le schéma qui sera plus bas. Seul le brassage de l'eau, sous l'action des vents, des courants, peut réduire ou annuler cette stratification. Donc on va avoir des couches d'eau très salée au fond, ensuite une couche d'eau un peu moins salée, et puis plus on monte, moins c'est salé, et à la surface on a de l'eau douce. Les variations de salinité en fonction, alors peut-être que le schéma je peux vous le montrer tout de suite, le voilà ici. Voilà, donc eau de mer 35 pour 1000, au-dessus une couche à 30, une couche à 25, une couche à 20, à 15 et à 10. Donc si on se met sur un petit bateau ici, et qu'on fait des prélèvements à différentes profondeurs, comme j'ai fait durant mes études dans la rade de Brest, ben on observe ces différentes strates. On n'a pas une seule salinité. Et donc ici, on a fait le schéma à marée montante. À marée montante, donc on a l'eau de mer plus salée qui fait comme un biseau et qui se faufile dans l'eau douce en montant. L'eau douce, du coup, fait un biseau inverse, si on peut dire. Alors, les variations de salinité maintenant en fonction des saisons, des pluies et du climat. Évidemment, elles sont plus importantes en période pluvieuse, qui provoque parfois des crues, le plus souvent en automne et au printemps. En période de sécheresse et de chaleur, l'évaporation devient importante, entraînant une hausse de la salinité. Ce phénomène est encore plus marqué en milieu fermé, tels que clairs, marais, lagunes, mers fermées comme la Méditerranée. Les climats sont différents selon les régions du monde. Chacun a un profil particulier, marqué par des périodes plus ou moins humides, plus ou moins sèches, plus ou moins froides ou chaudes. Citer des noms de climat et les situer sur une carte. Vous savez que ici on parle plutôt de climat continental, comme ici. Continental, c'est des étés chauds et secs, et des hivers très froids et relativement secs. Nous, on a un climat plutôt océanique, le long de toutes ces côtes-là. Donc océanique, c'est plutôt doux, parce qu'il est réchauffé par l'influence du Gulf Stream qui arrive sur nos côtes, et on a pas mal de pluie à l'automne et au printemps. Ici, on a des climats désertiques, et on retrouve différents déserts dans certains coins du globe. Et il y a le fameux climat méditerranéen, qui lui a des périodes sèches, en été, en hiver, et par contre des périodes pluvieuses assez fortes.
Variation de salinité en fonction des marées. Plus on se trouve à proximité d'un lieu d'apport tellurique, en estuaire, dans la ria d'Etel, dans le golfe du Morbihan, mieux on peut mesurer que la salinité est plus élevée à pleine mer qu'à basse mer. Évidemment, à pleine mer, on empêche l'eau douce de descendre, puisque la mer salée monte, se précipite en fait dans l'estuaire, la ria ou le golfe, alors qu'à marée descendante, les grosses masses de mer salée s'en vont, et du coup l'eau douce peut descendre. Ce phénomène est encore plus marqué en période de vivo. Donc, je viens d'expliquer pourquoi. Alors, ensuite, l'influence de la salinité sur les coquillages à présent. Huîtres, moules et palourdes sont des coquillages euryalins. On avait vu les eurythermes. Euryalins, c'est ceux qui supportent des grandes variations de salinité. Donc les huîtres, les moules et les palourdes. Mais les variations de salinité sont plus ou moins bien supportées selon l'état physiologique et leur âge. L'état physiologique, c'est si on est en période de reproduction, si on est à l'état larvaire, au moment de la ponte, etc. Puis l'âge, vous savez ce que c'est. Voyons d'abord l'influence de la salinité sur la gamétogénèse, fabrication des gamètes. L'huître plate, une faible salinité ou des dessalures prolongées en hiver, provoque un retard dans la maturation sexuelle. Donc il n'y a pas que les températures basses qui empêchent ou retardent la maturation sexuelle, on peut avoir un hiver très pluvieux qui va retarder le début de la maturation sexuelle pour l'huître plate. L'huître creuse et la moule, faible sensibilité aux variations de salinité dans la fabrication des gamètes. Pour les palourdes, des dessalures peuvent provoquer des mortalités chez les palourdes japonaises. Remarque, il n'est pas facile de dissocier l'effet de la salinité de ceux de la température et de l'alimentation. C'est-à-dire que plusieurs facteurs peuvent être responsables de la mortalité de coquillages, comme c'est le cas en 2009 pour les huîtres creuses. Évidemment, on ne peut pas isoler la température, la salinité. Ensuite, influence de la salinité sur la ponte. La salinité est sans effet sur la ponte des huîtres plates. On avait vu que pour l'huître creuse et l'huître plate, ce qui agissait beaucoup sur la ponte, c'était la température. Et on avait déjà dit à l'époque que par contre pour la moule, une brusque variation de salinité peut provoquer un stimuli, une stimulation suffisante pour déclencher la ponte. C'est les chocs de salinité, si on peut dire, de variation de salinité, qui vont faire pondre la moule, une fois évidemment qu'elle aura atteint la maturité sexuelle. Pour l'huître creuse, on observe que le seuil de température nécessaire à la ponte sera d'autant plus bas que la salinité sera basse. C'est-à-dire, si on a une fin de printemps, mois de mai, juin, très pluvieux, du coup, pour la même température, par exemple 19-20 degrés, l'huître creuse va pouvoir pondre à une température un peu plus fraîche que d'habitude, si la fin de printemps est très pluvieuse. Bon, ça c'est des détails, hein, c'est pas la peine de le retenir. Influence de la salinité sur la survie des larves. De fortes dessalures peuvent provoquer des mortalités larvaires. Pour l'huître plate, la salinité doit être comprise entre 23 et 35 pour 1000. Pour l'huître creuse, elle doit être un peu plus basse pour permettre un taux de survie optimal. Donc les larves, elles ont besoin que l'eau soit pas trop douce. C'est pas trop bon. Ensuite, l'influence de la salinité sur la vie du naissain des adultes. Dans les clairs, les huîtres creuses et plates peuvent supporter une salinité atteignant 45 pour 1000. L'été, en plein soleil, au mois de juillet, il n'y a pas beaucoup d'eau douce et la salinité se concentre. Les huîtres creuses et plates peuvent supporter ça. Pour l'huître plate, son optimum est entre 32 et 37 pour 1000. Mais évidemment, quand on n'est pas dans l'optimum, la croissance est plus faible. L'huître creuse supporte mieux les faibles salinités, c'est un coquillage côtier. Donc on va s'arrêter là et on fera une deuxième vidéo pour la suite. Je vous remercie.